La poésie peut être définie comme étant la meilleure façon de prendre une plus grande part à la vie, de donner à la vie un sens plus militant. C'est une quête de la pensée, une quête du moi, de l'autre et des origines. Ce panel rassemble des poètes qui discuteront du rôle de la poésie. Il tentera de définir le pouvoir, ou même les pouvoirs de la poésie en répondant à des questions bien précises. La poésie est-elle une autre forme de la pensée? Est-elle un état d'ouverture et de disponibilité au monde, à soi et aux autres? Est-elle une autre manière d'être, de voir et de sentir? Peut-elle dire le désastre et le chaos? Comment nous aide-t-elle à réenchanter le monde de plus en plus livré au littéral? Voilà, elle est aujourd'hui Ladies First. Donc, je vais essayer quand même de commencer avec Tanella Boni, la poétesse et philosophe de la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous avez publié une quinzaine de recueils de poèmes, parmi lesquels je peux citer Chaque jour l'espérance, Là où il fait s'éclairer au mois, L'avenir au rendez-vous avec l'aube et Insoutenable frontière. Vous êtes aussi membre de l'Académie des arts, des sciences, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Souvent, on pense que la poésie africaine est une poésie engagée qui dénonce le colonialisme et le racisme. Est-ce que c'est toujours le cas? Moi, je ne sais pas, je ne peux pas dire si c'est toujours le cas, parce qu'il me semble que la poésie, c'est d'abord une histoire de souffle, c'est une histoire de vie, c'est une histoire d'être ensemble, c'est une histoire de pouvoir se comprendre, de pouvoir se rencontrer, parce que j'aime bien ce mot rencontrer. Quand il n'y a pas de rencontre, il me semble que la poésie manque son but. Et en tant que poète, on n'aimerait pas que justement la poésie manque son but. Ce sont peut-être des mots, c'est des rythmes, c'est de la musique, c'est aussi de la danse. C'est même pour cela que je dis très souvent que la poésie, c'est la fête des mots. Quand il y a de la fête, il y a de la vie. Évidemment, on peut parler de... On peut dire qu'on peut dénoncer, comme vous dites. Mais oui, on dénonce en dansant. C'est ça qui est l'essentiel. C'est le plus important. On dénonce en chantant. On dénonce en disant. Merci. Donc voilà, et pour dénoncer, absolument, voilà, c'est une fête des mots, exactement, mais c'est une fête quand même qui a une certaine profondeur, parce que il y a aussi des room pour la pensée dans la poésie. Et en tant que philosophe, est-ce que vous considérez la poésie aujourd'hui une forme de pensée? Une forme, autre forme de la pensée? Je pense qu'il y a toujours de la pensée dans la poésie, même si on est d'abord dans l'émotion. Si je peux me permettre de parler de moi, j'ai commencé par la poésie, mais j'ai rencontré quelque part la philosophie. Mais je sais bien que la poésie ne m'a pas quittée. La poésie m'habite toujours, pour la bonne raison que j'ai passé des dizaines d'années, et je continue encore, en compagnie des philosophes. Et je sais bien que la philosophie, bien sûr, elle va dire qu'elle pense le monde de manière ardue, de manière rigoureuse. Mais quelque part, il y a comme un écart entre le langage philosophique et le monde que la philosophie a envie de penser. Et il me semble que c'est dans cet écart-là que s'insère la poésie. Dans cet écart,
afin que justement le souffle que la poésie, plutôt que la philosophie a perdu depuis le début. Vous savez, comme on dit chez les anciens, bon, nous on étudie d'abord les Grecs et tout, hein. Ça aussi c'est l'héritage de la colonisation. Quand on fait de la philosophie, on commence d'abord par la philosophie grecque, et on sait que de ce côté-là, peut-être qu'il y avait au départ comme une alliance entre la philosophie et la poésie. Et petit à petit, déjà chez Platon, on voit bien comment il va traiter les poètes, hein. Il va les chasser de la cité, comme il dit, parce que le langage de la philosophie a besoin de rigueur, a besoin de dire les choses telles qu'elles sont. La philosophie veut chercher la vérité. Mais est-ce que la poésie cherche la vérité? La poésie ne cherche pas la vérité. Comme j'ai dit, la poésie, c'est d'abord une question de souffle, une question de se sentir bien dans un monde qui soit justement un monde pour soi, mais aussi un monde pour l'autre, et essayer de voir comment justement les frontières peuvent être des espaces de rencontre et non pas toujours des espaces de séparation et non pas des murs, on l'a déjà dit ici. Parce que tant qu'il y a des murs, à partir de ce moment-là, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Chacun cogne donc contre ce mur-là et on se dit, on est en train de mourir là. On ne respire plus, il n'y a plus d'inspiration, le chaos n'est pas loin. Mais la poésie aussi dit, justement, elle est là pour dire ce chaos. Pour dire ce chaos et pour penser, parce que je reviens toujours à cette relation entre la poésie et la pensée. Et pour vous, quand même, pour parler un peu de cette relation, vous étiez obligé de revenir à la période grecque. Mais sinon, il y a aussi notre africanité. Dans la philosophie, on ne parle pas de l'Afrique dans la philosophie, mais au moins la poésie. Est-ce qu'on peut penser l'Afrique à travers notre poésie? Mais j'ai l'impression que c'est ce que nous faisons tous les jours. Vous savez, dans la vie quotidienne, aller dans un village africain, dans une ville africaine, c'est du matin au soir. Quand on sait qu'on n'a même pas à manger 3 fois par jour, on sait qu'on peut chanter, on sait qu'on peut dire la vie. On sait que quand on salue même son voisin, vous savez, ça peut être aussi en poésie, même dans la pire des situations. Et c'est à ce moment-là qu'on voit bien que la poésie s'insère dans, je dirais, dans les interstices du monde, là où il y a des petits trous, là où ça fait mal. C'est ça. Au lieu que, moi je ne dirais pas qu'elle pense comme vous le dites si bien. Elle est là peut-être pour réparer quelque part dans mon recueil que vous avez là-bas, sur les frontières. Elle reprise, vous savez, c'est un mouvement très féminin. Coudre, repriser, là où il y a les petits trous dans le monde. Je pense que c'est ce que fait la poésie. On ne va pas penser P-E-N-S-E-R, mais je pense que la poésie, elle pense. Elle pense. Voilà, P-A-N-S-E-R. C'est ce qu'elle fait. Mais en faisant cela, vous voyez bien qu'elle cherche à construire, à reconstruire, là où c'est tellement sec, là où les discours politiques, justement, là où le discours politique sépare, là où le discours politique et tout autre discours n'arrive pas à rassembler. Vous voyez, c'est ça. Alors, à construire, oui, c'est intéressant, mais peut-être construire, mais aussi à détruire. Moi, je pense maintenant à l'insoutenable frontière. Peut-être on va revenir à ça pour parler des frontières et détruire, de déconstruire
les frontières. Mais avant, merci beaucoup Tanel Boni. Avant, je veux présenter notre cher Sidi Mohamed Ash'ari, qui est un homme politique et ancien ministre de la Culture au Maroc, poète, novelliste et romancier. Il a publié plusieurs recueils de poésie et dernièrement des romans qui étaient très bien accueillis dans la scène culturelle arabe. Son roman L'Arche et le Papillon a reçu le prix international de l'affection arabe. C'est Mohamed Massa Al-Khair. Alors, pendant une décennie, vous avez dirigé 2 départements ministériels au sein de 2 gouvernements, notamment la culture et la communication. Dans cette mission politique, étiez-vous inspiré par le poète qui vous habite ou pensez-vous que l'homme politique lui a fait de l'ombre? Autrement dit, est-ce que le pouvoir, au sens politique du terme, a éclipsé en quelque sorte le pouvoir symbolique du poète et de la poésie? Bon, souvent, les politiques ne me prenaient pas au sérieux parce que je n'étais que poète. Et les poètes ne me prenaient pas au sérieux parce que j'étais politique. J'ai perdu sur les 2 tableaux. Mais je peux vous assurer que le chapeau du politique ne m'a jamais empêché de réfléchir, même les politiques culturelles, en termes poétiques. Et je crois qu'au Maroc, si on n'avait pas cet élan poétique aussi, on ne pouvait pas soulever des problèmes qui étaient tabous. On ne pouvait pas régler des questions qui étaient très dérangeantes dans notre monde culturel et dans notre monde politique. Dans des départements comme le département de la culture, on est souvent confronté à des difficultés énormes dans un pays comme le nôtre qui a une histoire, qui a un grand patrimoine et qui a une expression littéraire moderne tout à fait récente, qui n'a pas encore des racines. Et alors, on est bien sûr amené à réfléchir sur des politiques qui puissent soutenir la création nationale et la rendre plus accessible. Tous les problèmes liés à la lecture, aux établissements culturels, à l'art, à la création, à la démocratisation de la consommation culturelle en général, tous ces problèmes posent des défis aux hommes politiques que nous sommes et dans un pays qui n'a pas beaucoup de moyens, mais ça nous amène aussi à réfléchir sur des questions liées à l'écriture. Quand on écrit, quelles sont les pensées qui nous hantent, quelles sont les préoccupations esthétiques qui nous guident, quel est le monde que nous voulons créer à partir de la poésie et quel est le monde auquel nous devons résister par la poésie. Et tout cela, bien sûr, fait que la parenthèse ministérielle n'a jamais rien touché au fond, c'est-à-dire mes préoccupations depuis l'âge de 15 ans, l'âge où j'ai publié mes premiers poèmes dans la presse nationale. Toujours ce souci de réfléchir à la langue que j'utilise, qui est la langue arabe, et qui n'est pas une langue récente. C'est une langue qui a une histoire. Et cette histoire est bien sûr
imprégné par des textes sacrés, mais imprégné aussi par la grande poésie arabe pré-islamique et la poésie arabe islamique aussi. Les premiers grands poètes modernes, irakiens, libanais, égyptiens aussi, et marocains, bien sûr. Et cette langue nous pose des tas de questions auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés. Nous n'avons pas choisi, ou nous n'étions pas dans la mesure de choisir une langue étrangère pour qu'elle soit notre outil de création. Nous sommes restés très liés à l'arabe, et c'est pour ça que moi je voulais parler en arabe, parce que il faut écouter aussi la langue, la musique de la langue. Il faut surtout, dans la poésie, il faut écouter la langue plus que le poète lui-même. Vous sortez, c'est Mohamed, de votre champ de prédilection, qui est la poésie, pour basculer vers le récit romanesque. Pensez-vous que la poésie engagée, en l'occurrence, n'assure pas son rôle de médiatrice, ne chante-t-elle plus les malheurs et les bonheurs des hommes? Pensez-vous que le poète s'est dénué de son pouvoir pour céder la place au romancier? Non, dans chaque création, il y a certainement une partie de poésie. Tu le sais très bien, la sculpture, la danse, le cinéma, tout ça, ce n'est pas uniquement des genres de création artistique, mais c'est aussi une base poétique. La poésie n'est pas uniquement dans le poème, elle est aussi dans toutes les autres expressions artistiques. Moi, le fait que j'écrive des romans ne m'empêche pas de rester fidèle à l'esprit poétique qui m'anime. Et donc, dans chacun de mes romans, je fais un travail aussi sur la langue, l'arabe. Je fais aussi des parenthèses où je réfléchis sur l'écriture, sur la façon de produire la beauté. Et cela, c'est le vrai travail d'un poète. Je ne m'interdis pas de rester poète quand j'écris un roman. Voilà. C'est ça. Donc, l'essentiel, c'est le poète. Merci beaucoup, c'est Mohamed Ash'ari. C'est le premier pays indépendant, en fait, de l'Amérique. Donc, c'est le premier pays de la poésie aussi. C'est le pays où, en fait, où il y a eu le génocide, le premier génocide des autochtones, des Taïnos. C'est Haïti, c'est une terre d'épopées riche, très riche d'histoire. Et c'est difficile puisque dans la poésie, il y a la conjugaison du plus et du moins. On est écartelé, on est vraiment éparpillé dans une espèce de bruit, parce qu'il y a tellement de bruit dans le monde, et on écrit justement pour se soustraire de ce bruit-là, pour retrouver sa propre respiration, pour retrouver son propre souffle. On nous donne tellement d'ordres, on nous dit comment faire l'amour, on nous dit comment s'habiller, on nous dit comment marcher, comment manger, quoi manger. Et je pense que dans la poésie, c'est l'espace où moi-même, je me sens souverain, où je peux, avec les mots, créer un royaume. C'est-à-dire, on peut me voir, on peut me regarder, on peut me catégoriser comme ci, comme ça. Et puis je découvre en écrivant que je suis un prince. Et c'est seule la littérature qui peut faire ça. Je vis à Montréal, on peut dire c'est un immigrant, ils ont des milliers de thèmes pour caractériser l'autre, un être racialisé, un nègre, un immigrant, etc., 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 minorité visible, etc. Je suis un numéro, mais quand je m'assois et puis je suis avec moi-même, je suis à l'intérieur de mon propre cri et j'essaie de marcher à l'intérieur de moi-même, j'essaie de retrouver mes ombres et j'essaie de vivre ma totalité humaine. Parce que ce qu'on empêche à l'autre, c'est sa propre totalité.
Ce n'est pas simplement d'être homme, mais c'est d'être aussi dans une altérité qui est propre à moi-même et dans un temps qui n'est pas imposé par l'autre, dans mon propre temps. Et je pense que c'est comme ça, je pense que écrire, c'est se libérer de l'esclavage, parce qu'on est quelque part esclave d'un système, d'une société, etc., ou bien d'une politique, comme on a un ministre ou un ancien ministre sur la table. On devient vraiment, on s'invente et on invente la liberté. Et on s'invente un monde. On ne laisse pas aux Américains le soin d'inventer le monde est foutu. Si on donne aux Américains, on voit ce qu'ils font là. Je pense que c'est aux poètes de rêver. Et c'est notre rêve qui doit être converti en action, même si on n'a pas le budget de nos rêves. Le budget viendra après. Donc on ne laissera pas aux banquiers de construire le monde, il n'y aura pas de monde. Donc c'est à nous, en tant qu'humains, de rêver le monde en ajoutant nos humanités, en faisant remonter dans le monde nos humanités. Bravo, bravo. Bravo et merci de m'avoir corrigé. En fait, I need to learn more about Haïti. Mais de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes quand même originaire d'Haïti et vous êtes parmi nous au Festival du livre africain de Marrakech. Quelle est votre part d'africanité? Ça vous arrive aussi de la réclamer dans votre poésie? En fait, j'ai tout perdu. Et en même temps, comme j'ai tout perdu, je suis un être déraciné. Quand je suis à Gorée, je suis au Sénégal, je regarde, je dis, c'est là d'où je viens. Et je vis dans la nostalgie de moi-même, dans la nostalgie de mes ancêtres, dans la nostalgie de ce que je suis. Donc, je suis un être qui vit avec ses ancêtres. Donc, mais il y a beaucoup de peuples qui ont tout perdu. La majorité des peuples dans l'humanité ont tout perdu. Moi, je pense ils ont perdu aussi leurs archives. Ma langue n'est pas ma langue. Mon nom, je m'appelle Rodney. Un Haïtien ne peut pas s'appeler Rodney. Saint-Éloi. Non, pas du tout. Je suis né à Cavaillon. Quand j'arrive en France, j'ai dit Cavaillon. Ils me disent, ah, Cavaillon. Je suis suspect. Donc, et mon nom, Rodney, c'est américain, un général américain, Saint-Éloi. C'est un colon français. Vous voyez, je suis un être éparpillé. Et le rapport à la relation aussi aux choses est différente. Quand j'ai édité Rita Mestokosho, qui est une poète inou, et qui vous parle et qui dit « Mon peuple écrivait des millions de livres éparpillés sur le territoire, des encyclopédies de rivières, des dictionnaires de montagnes, des géographies de forêts. » Et c'est important, parce qu'en fait, on pense que l'écriture, c'est dans une espèce de modernité qu'on est en train d'inscrire nos corps et nos imaginaires. Et voilà que Rita nous amène à des territoires inexistants. Elle rentre avec nous à l'intérieur des terres, elle nous parle le langage des rivières, elle nous parle de ces dictionnaires qui ne sont que des montagnes. Et si l'écriture n'était que ça, et si l'écriture, si la géographie était la géographie des forêts et non pas les autoroutes que l'on est en train de construire avec nos impôts et avec notre sang. Donc peut-être qu'on aurait un autre monde, peut-être qu'on pourrait écouter les oiseaux, peut-être qu'on pourrait en fait établir une autre relation avec nous-mêmes, avec la nature, avec le désert, avec la vie et avec tous les vivants. En fait, je pense que ce qui est nécessaire, urgent et fondamental avec la poésie, c'est que ça révèle tout ce qui est vivant en nous. Et quand je lis, par exemple, Emily Dickinson qui dit « c'est comme si la mer s'écartelait pour, en fait, créer une mer nouvelle ». Donc, je suis dans une magie. La mer s'écarte. Et pourquoi? Pour créer une nouvelle mer. Donc je pense qu'il y a toujours cette forme d'invention, de réinvention, et qui est faite pas parce qu'il y a de l'argent, mais c'est parce qu'il y a des horizons à repousser. C'est parce qu'il y a des montagnes, il y a des rivières, et nous, en tant qu'humains, en tant qu'êtres humains, nous sommes vivants parmi les autres vivants, ni supérieurs ni inférieurs, mais nous sommes en relation avec les autres. Là, je vous applaudis. Là, j'aime bien et je vais emprunter encore à votre poésie. Écrire pour ne pas mourir. Écrire sa carte d'identité pour semer les milices. Je veux écrire un poème qui ne trahisse
ni passé, ni présent, ni futur. Est-ce qu'on peut parler d'un pouvoir de cette poésie? La poésie n'est que pouvoir, c'est le fait que, en fait, il y a des gens qui ne parlent pas dans le monde. Il y a des voix qui sont silencieuses, qui sont étouffées. Vous savez ça, que, en fait, qui parlent et quelles sont les perspectives. Et je pense que dans ce que je fais, on n'a jamais dit à un mendiant comment allez-vous, et puis écoutez, on se débarrasse de mendiant en donnant de l'argent, et puis on écoute rarement les femmes. On a nos points de vue, nos vérités, nos certitudes. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est peut-être une autre histoire si on pouvait inverser les choses. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en disant, par exemple, si je ne dis plus Victor Hugo, que devient le monde si je dis le monde selon ma grand-mère, Contita? Si le monde était dit selon une grand-mère qui ne savait même pas lire et écrire. Ma grand-mère qui ne savait pas lire et écrire avait une vision du monde. Est-ce que moi, en tant qu'écrivain, quand j'écris, est-ce que je vais écrire avec dans ma tête les tambours de ma grand-mère? Et c'est ça qui est... J'aime beaucoup l'idée de tambour parce qu'il y a les gros tambours. Les gros tambours, on les entend très fort. Mais au cœur des gros tambours, il y a un petit tambour qui respire. Et personne n'écoute ce petit tambour qui respire. Et ce petit tambour, peut-être, c'est le chemin de nos humanités. Merci beaucoup, Rodney Saint-Éloi. Je viens vers vous, c'est Mohamed Bennis, le poète. C'est Mohamed Bennis, il fonde en 1974 la revue Thaqafa al-Jadida, la culture nouvelle, qui a joué un rôle actif dans la vie culturelle marocaine et qui sera interdite en 1984. Il participe en 1985 à la création des éditions Toubkal dans le but de participer à la modernisation de la culture au Maroc. C'est Mohamed Bennis fut également membre fondateur et président de la Maison de la Poésie au Maroc entre 1996 et 2003. C'est Mohamed Massa al-Khir. Dans votre livre intitulé Droit à la poésie, vous repensez la nécessité de la poésie pour la vie de la langue en ces temps actuels de mondialisation. Vous concevez l'écriture comme étant un acte de résistance mené par le poète. Cette liberté, selon vous, se voit confrontée par plusieurs pouvoirs, dont je peux citer le pouvoir de la langue arabe avec toute sa teneur, la part de la religion avec toute sa rectitude, le poids de la société traditionnelle et le pouvoir politique. Ne pensez-vous pas que la poésie, selon cette perspective, devient plutôt un contre-pouvoir? Pour moi, la poésie, elle est modeste, mais en même temps, elle est fascinante. Elle détruit toutes les barrières. L'histoire de la poésie universelle nous le dit dans plusieurs langues, depuis le Japon et la Chine jusqu'aux États-Unis, l'Amérique latine, l'Afrique, l'Europe, le monde arabe. Bon, c'est extraordinaire. C'est un chant universel qui a donné à l'humanité vraiment un certain espoir dans ce qui est beau dans la vie, mais en même temps dans ce qui est beau dans la résistance, toutes les résistances à travers l'histoire. Seulement maintenant, il y a quelque chose de très particulier. C'est que on se demande où est la langue. Où est la langue? Parce que pour écrire la poésie, il faut avoir la langue. La langue, actuellement, elle est abandonnée par les systèmes d'information et de consommation à travers le monde. C'est pour cela que le cri du monde, qu'Édouard Glissant
avait décrit, nous le vivons partout et c'est la même manière dont je peux le décrire. Seulement, j'avance encore pour dire, c'est le problème essentiel pour moi, personnellement, ce que je sens au jour le jour, que la langue s'appauvrit. Ça devient quelque chose de secondaire, à tel point que la poésie est devenue indésirable. Les maisons d'édition dans le monde entier se méfient de la poésie. Les lecteurs, je ne sais pas, mais je suis convaincu, si l'éditeur ne veut pas éditer, c'est parce que le lecteur ne lit plus la poésie. Alors que la lecture de la poésie, c'est le bonheur, que ce soit de la langue, mais aussi du corps. C'est pourquoi, en même temps, je me suis posé la question de la langue depuis longtemps et je me dis, le devoir essentiel du poète actuellement, comment conserver la langue, comment ne pas abandonner la langue, même si je reste seul avec ce que j'écris, je vais écrire la poésie en langue arabe. Tout à fait. Ce n'est pas parce que c'est une langue sacrée, non. Le mot sacré, c'est un mot mal défini. Ceux qui ont vraiment bien travaillé sur le sens du sacré au XXe siècle, c'est plutôt... comment il s'appelle Non. Attendez, parce que je vais le dire. Excusez-moi. Alors, c'est-à-dire, tout ce qui nous touche est sacré. Tout ce qui nous touche est sacré. Ma casquette est maintenant sacrée. Le sacré, ce n'est pas seulement au sens religieux, mais au sens... Mais la langue, et la langue arabe, qui est une langue ancienne, forte, vraiment chargée d'une force incroyable, là où on est dans le monde, et on lit la poésie en arabe, je sens les corps déstabilisés, même s'ils n'arrivent pas à comprendre. Et j'ai eu plusieurs expériences à tel point quelques poètes francophones marocains, lorsqu'on est ensemble et ils écoutent l'arabe, ils se méfient à ce qu'ils font. Et c'est très important. Je ne dis pas que l'arabe est plus que les autres, non, mais il n'est pas moins que les autres langues. Elle est comme les autres langues. Il faut la traiter comme les autres langues. Par là, vous me posez la question, tout mon travail est sur la langue arabe. Il y a un poète arabe, Abou Tammam, avait écrit quelque chose d'extraordinaire sur ce problème de la langue. Je vais vous le dire en arabe et je vous donnerai la traduction après. Parce que l'entendre en langue arabe, ça vous laisse rêver et en même temps peut-être suggérer ce qu'il y a dedans. ولو كان الشعر يفنى أفناه ما قرت حياضك منه في العصور الذواهب ولكنه صوب العقول إذا انجلت سحائب منه أعقبت بسحائب. Qu'est-ce qu'il dit? Dans une traduction quand même, si la poésie périssait
elle aurait péri parce que tes bassins ont ramassé dans les temps partis. Mais elle est une pluie de l'esprit. Une fois que les nuages se sont dissipés, ils sont suivis par d'autres. Pour dire que notre travail en tant que poète, c'est de sentir la responsabilité vis-à-vis de la langue. La responsabilité, pour moi, chaque mot que j'écris, chaque mise en page que je donne au mot, il est bien vraiment réfléchi après la première écriture. Parce que je crois à la réécriture et à l'écriture infinie. Il n'y a pas d'écriture pour moi comme spontanéité. Non. Pour moi, c'est un travail sur la langue, avec la langue, contre la langue. Les trois à la fois. Et pour cela, chaque fois, il faut que chaque poème soit vraiment indépendant de tout ce que j'écris. Et c'est un défi par rapport à moi-même, mais en même temps par le lecteur aussi, parce que parfois, j'observe quelques lecteurs qui sont surpris par le changement. Tu étais dans un monde, tu reviens dans un autre. En tout cas, mon dernier recueil, il est intitulé Réveil, l'éveil du silence. C'est-à-dire que nous avons besoin de beaucoup de silence pour écouter ce monde où nous vivons. Il ne faut pas être vraiment, comment dirais-je, pitoyable avec notre monde. Il faut être exigeant à tel point que le poète, il est féroce avec lui-même pour donner l'essentiel dans la langue et dans l'humain en lui-même qu'il partage avec tous les humains et dans toutes les langues. Voilà pour moi ce que je pense. Bravo. Moi, j'aime bien cette pluie de l'esprit d'Abou Temmam. Ce que j'adore plus, c'est que cette pluie de l'esprit, la poésie, la pluie de l'esprit, elle tombe dans le corps du poète. Et pour Mohamed Bennis, il dit toujours que l'arabe est la langue de mon corps. Oui. Mais pour avoir une relation aussi intime avec la langue et aussi clean et vivid avec la langue, il faut absolument la nettoyer. Nettoyer la langue, c'est how to get rid of le fait que cette langue est une langue d'expression, avec quoi je m'exprime. Je conjugue, je construis des phrases au quotidien, et aussi comment aussi libérer la langue de ce côté idéologique, si vous voulez, parce que quand même, la langue arabe est un instrument idéologique pour pas mal de gens. Cette relation avec la langue, pour que ça devienne très corporel pour vous, je veux juste creuser un peu là-dessus. Je pense idéologique, je l'ai oublié. Je n'ai plus rien à voir avec tout ça. Tant mieux. Et pourquoi? Parce que j'ai découvert les trésors de la poésie et les univers libres et spacieux de la poésie. Alors, pourquoi suivre les chemins clos? Non, je ne crois pas. La poésie m'a pris la liberté. La liberté est difficile à vivre et à défendre. Mais je pense, heureusement,
que cette aventure, cette belle aventure qui nous donne une force pour vivre et pour continuer à vivre et supporter la douleur et les malheurs de notre monde, par le chant qui est essentiel, qu'on ne peut pas remplacer par autre chose, ni par la philosophie, ni par la musique, ni par la géographie, ni par la science, ni rien. La poésie unique. La poésie, c'est l'essence, mais en même temps, c'est la parole qui donne à chaque mouvement de la langue la pesanteur qu'elle demande. Voilà la grandeur de la poésie. Et je pense que les philosophes du XXe siècle ne sont pas trompés, à commencer par Heidegger, lorsqu'il a fait de la poésie, de l'étude de la poésie, le moyen pour déconstruire la philosophie. Donc, malheureusement, la connaissance de la poésie, il est en marge, mais il nous regarde, il ne s'absente pas, elle est présente par les poètes et par tous ceux qui aiment la poésie. Voilà. Absolument, absolument. Tout ce qui est essentiel est en marge. Par Madame Tenella Boni. Je pense que par temps de détresse, je commence par là parce que c'est vraiment très important, la poésie est plus vivante que jamais. Elle ne disparaît pas, je crois qu'on l'a dit. Et ce qu'on oublie aussi, c'est qu'elle peut ne pas être justement toujours écrite. Quelqu'un a parlé ici des nouvelles formes de poésie. Moi, je vous invite à venir dans quelques capitales africaines aujourd'hui. Je cite le cas d'Abidjan, je peux citer aussi d'autres villes. Certaines formes de poésie comme le slam sont véritablement vivantes et animent. Donc, pas seulement les palaces, mais aussi les hameaux les plus reculés, les bidonvilles, etc. Ça veut dire que la parole poétique, elle se métamorphose. Elle peut prendre toutes les formes. Et la langue, elle s'invente tous les jours. C'est pas la langue française, la langue du colon. C'est pas ça. Ce n'est même pas non plus toutes les langues, parce que si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, c'est un pays dans lequel il y a près d'une centaine de langues. Ce n'est pas justement ces langues-là. Les jeunes inventent leur propre langue. Et je pense que c'est cela qui est le plus important. On invente sa propre langue parce qu'on a envie de continuer à respirer, parce qu'on a envie, on veut résister. On veut faire comme si les discours politiques qui nous engluent n'existent pas. Évidemment, on dira, on fait la politique de l'autruche. Ce n'est pas cela. C'est une manière de pouvoir marcher et de créer son propre chemin et d'apporter peut-être une petite lumière aussi à celles et ceux qui n'ont pas de voix. Moi, j'y crois. C'est même pour cela que je vous invite à venir au festival que je commence à organiser à Abidjan et qui s'appelle Poétical. Ben, bravo et bon vent pour Poética. Rodney Saint-Éloi. Merci il y a une question qui m'a été posée, excusez-moi, je réponds directement à la question. En tant que poète, j'édite ce qui est plus intelligent que moi. Quand je lis, je sens une vibration, une musique que je ne connais pas du tout, peut-être que le monde ne connaît pas. J'ai dit, ah, ça m'intéresse, cette musique insolite-là, ça me parle. Et je pense qu'il y a beaucoup de mondes parallèles. Nous sommes dans notre aveuglement dans un monde. Nous regardons d'un seul lieu,
alors qu'il y a une démultiplication de lieux d'imaginaire et de voix dans le monde. Quand j'entends par exemple cette femme qui s'appelle Rita Joe qui dit « je suis amérindienne » et cette douleur reste à jamais en moi. C'est une femme qui ne sait pas ce que parler veut dire, mais cette identité-là, elle n'est que malheur. Quand je vois de jeunes femmes, de jeunes hommes qui sont des réfugiés et qui arrivent et on pense que ce sont des êtres déchets, et ces êtres-là ont une voix aussi, une voix silenciée. Il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de monde, en fait, qui ont des récits, qui ont des histoires, qui ont des formes pour le dire aussi, et auxquelles on n'est pas habitué. Et ça me fait rire quand je vois souvent, on parle de détresse, et puis souvent c'est lié à l'Occident, et je me dis tant mieux, si l'Occident est en détresse, il y a d'autres zones du monde. C'est peut-être un petit village d'Haïti où des jeunes sont debout, en train avec leur tambour, avec leur voix, en train de slammer et d'avancer. Et comme le travail d'un ami, capitaine Alexandre, qui est en train de slammer, je suis bien content d'être là parce que, en fait, il y a d'autres formes de poésie, d'autres formes de regard sur le monde. Quand capitaine Alexandre écrit dans la vie poème, le temps dira ce que demain sera. Et combien d'instants il nous reste à mourir encore avant le recommencement de la vie vécue, la vie qui bat des ailes dans les jeux des enfants, la vie qui brûle intense dans les yeux des amants. Souviens-toi. On oublie trop. Je pense qu'il y a tout un poème en nous, tout un poème autour de nous qui nous fait nous rappeler que simplement nous sommes des êtres humains. Et la poésie, madame, merci pour ton manifeste, merci pour ta voix. La poésie ne mourra pas. Tant que nous serons debout, la poésie ne mourra pas. Merci. Merci beaucoup. Merci Rodney Saint-Éloi. C'est Mohamed Ash'ari. Tout à l'heure, mon ami Mohamed Benis disait que la poésie est fascinante, mais modeste. Et c'est vrai. Il faut arrêter de demander à la poésie de nous expliquer le monde ou de trouver remède à nos détresses. Elle n'a pas ces fonctions, elle est très modeste. Elle est là pour éveiller nos attentions, éveiller nos corps, nos âmes, éveiller, je vais paraphraser encore une fois Mohamed Benis, pour éveiller le silence. Les silences sont très importants. Il faut les voir, il faut les sentir, il faut les lire. Et ça expliquerait beaucoup de choses dans notre vie. Et moi, je suis convaincu que malgré les problèmes d'édition, les problèmes de lecture, les problèmes de circulation de la poésie dans le monde aujourd'hui, malgré tout cela, le besoin de poésie ne fait que grandir. Et ce besoin, ce n'est pas les poètes qui le créent, c'est la vie qui le crée. Et elle restera toujours là. Elle exprime bien sûr nos visions du monde, mais il nous aide à partager nos visions du monde. Parce que souvent, ces visions-là, quand ils sont vécus comme étant un enclos, ils conduisent souvent à des détresses beaucoup plus profondes que les détresses que nous vivons actuellement. Merci. Merci beaucoup, c'est Mohamed Ash'ari. Moi, j'ai essayé quand même de ne pas rentrer dans tout ce débat socioculturel, parler de l'édition, la distribution, le livre, les médias et tout cela, pour rester dans l'essentiel. J'ai des poètes et c'est la voix du poète, with capital P, qui m'intéresse davantage. C'est Mohamed Benis. Oui, personnellement, j'essaye, comme j'ai dit, à l'écoute de notre monde, dans les détails, dans la vie quotidienne, dans la parole entre deux personnes, le dialogue avec les autres. Mais je ne peux pas sous-estimer le fait
vraiment de la mondialisation qui détruit vraiment les langues dans le monde. Et c'est un fait, ce n'est pas de l'imagination, ça c'est de la réalité. Actuellement, par exemple, l'anglais, la langue qui est devenue généralisée, c'est le globish. Le globish qui est généralisé. Et ça va de soi, que ce soit en français, que ce soit dans les autres langues. Donc, lorsque je dis le travail de la langue, c'est ça le travail du poète. C'est donner au sens la force de faire de la poésie inchangeable. On ne change pas la poésie avec autre chose. Si on change, alors la valeur de change varie. Aujourd'hui, il monte, demain, il descend. Non. La poésie est dans un autre niveau, dans une autre perspective du rapport avec l'être humain, avec vraiment ce qui est essentiel dans la vie, à la fois commune et personnelle. C'est pour cela que les poètes sont exigeants. Et cette exigence, il est vraiment difficile à supporter. À tel point qu'on a traité quelques poètes, les fameux, les grands poètes, parfois comme des fous. Parce qu'ils sont, comme disait Rimbaud, des visionnaires. Non, au-delà de la vision même. Donc, ce n'est pas facile d'oublier ce qui se passe dans le domaine de la langue. Et en même temps, les remèdes ne sont pas ailleurs, ils sont dans le poète, c'est-à-dire dans le travail de la poésie qui fait du poète et de la poésie une pratique nécessaire pour notre humanité. Humanité commune partout dans le monde. Moi, lorsque je lis un poème chinois ou un poème de l'Amérique latine, suédois ou d'un pays de l'Afrique, je me sens le même sentiment que je suis dans le monde et que je vis avec ce monde extraordinaire. Mais une fois que je cède à l'information et à la langue de la consommation, tout devient vraiment insensé et en même temps inhumain. C'est pour cela la poésie, c'est vraiment un travail de nous tous comme responsabilité, et j'en suis sûr que les poètes ne lâcheront jamais la poésie, parce que la poésie, c'est un amour éternel. Merci beaucoup, c'est Mohamed Ash'ari. Ben voilà, c'est cette humanité commune qui réside dans la voix singulière et individuelle des poètes qui nous intéresse. Singulière, oui. Merci de me corriger dans ma dernière phrase. Singulière et individuelle du poète. Merci, thank you. Shukran lakum jami'an.